Bonjour à tous. Donc on va pouvoir commencer cette présentation aujourd'hui. On va se présenter nous-mêmes et puis on va commencer la table ronde. Donc, pour ma part, je suis Philippe Gineste. Je vais m'attacher à modérer cette intervention. J'ai à ma droite M. Martial Bourdet, qui est directeur de l'insertion, de l'habitat et du logement du Conseil départemental d'Indre-et-Loire. Juste à ma gauche, Akli Brahimi, directeur de réconciliation urbaine, et à ma droite, Olivier Huard, président-directeur général de TDF. Donc on va pouvoir, avec cette table ronde, évoquer l'emploi dans les territoires. L'idée, évidemment, c'est de serrer un petit peu le sujet, de parler de ce qu'est l'emploi et de la politique publique qui est mise en place avec les strates territoriales qui existent. Alors, il nous manque un intervenant, j'espère qu'il va pouvoir nous rejoindre, Jean-Patrick Gilles, qui est vice-président délégué à l'emploi, à la formation professionnelle et à l'insertion de la région Centre-Val de Loire. Alors, vu que j'ai le micro et que je me suis légèrement présenté, je vais quand même présenter ce que je suis, ce que je représente. Et je représente en fait un nouveau équipement éducatif et culturel qui s'appelle la Cité de l'économie, Citéco, cité qui se situe à Paris, à proximité du parc Monceau. Et ce lieu, en fait, est un magnifique lieu qui, ne serait-ce que par sa configuration, mérite d'être vu. Et si vous avez un petit esprit curieux, vous remarquerez quand même un visage ou une silhouette qui ressemble à quelque chose qui est très très proche d'ici, puisque nous sommes en fait dans le château de Blois, dans un bâtiment qui a inspiré ce lieu qui se situe à Paris, qui s'appelle l'Hôtel Gaillard. Émile Gaillard était banquier et il était surtout collectionneur d'art dans sa passion. Et chez lui, c'était devenu un petit peu trop petit et il a décidé de construire un lieu pour qu'il soit suffisamment grand et qu'il soit un écrin à la qualité des collections qu'il avait réussi à accumuler. Et il a fait la tournée des châteaux de la Loire et c'est le château de Blois qui a pris son inspiration principale pour construire ce lieu. Et on était en fait entre 1878 et 1882. Il est décédé en 1903. La Banque de France l'a acheté juste après la Première Guerre mondiale pour en faire une succursale. À l'intérieur de l'hôtel particulier a été construite une salle des coffres et une salle des guichets pour que le public puisse être accueilli. Et ce lieu a fonctionné jusqu'en 2006. La Banque de France a arrêté d'avoir une activité commerciale pour tous les publics. Et donc, les succursales ont fermé. Et il a été décidé d'en faire en fait un lieu éducatif, culturel, pour que la science économique puisse être mieux comprise, appréhendée par l'ensemble des publics. La science économique est étudiée au lycée, mais il n'y avait pas de lieu référence pour pouvoir en fait accompagner notamment les profs de sciences économiques et sociales dans leur parcours de formation vis-à-vis des élèves et d'instruction. Donc je vous invite vivement à aller voir ce bâtiment qui est classé monument historique. Voici quelques images à l'intérieur. Nous avons actuellement une exposition temporaire autour de l'Argo Winch qui est ouverte jusqu'au 31 décembre. Très rapidement, le parcours principal est découpé en 5 parties où on parle d'abord des échanges. On a les acteurs en économie, les marchés, les instabilités et la régulation. Rapidement, pourquoi les échanges ? Eh bien, vous avez ici, au fond, un petit dispositif qui montre en fait un test, un essai qui a été fait par un Anglais qui s'appelle Thomas Thwaite, et il a voulu fabriquer un grille-pain tout seul. Alors quand je dis qu'il a voulu fabriquer un grille-pain, c'est-à-dire qu'il a été au fond de la mine, il a cherché du minerai, il l'a fondu, il a fait des moules, il a essayé de faire des fils électriques, ça lui a pris 10 mois, et lorsqu'il a à peu près réussi à faire quelque chose, il a branché son truc, et ça a brûlé au bout de 2 secondes. Et ça lui a démontré par l'absurde que même un grille-pain, on a bien du mal à le fabriquer. Et donc on échange parce qu'on se spécialise dans la production de quelque chose, on valorise notre spécialisation, et ce qui nous permet ensuite d'échanger les autres productions. Les acteurs en économie, c'est vous, c'est moi, sont les entreprises, ce sont les banques, les particuliers,
Et tout ça, ça participe au circuit économique. Ce circuit économique se rencontre avec les marchés. Et parfois, ça ne marche pas très bien et donc on a des crises, des instabilités. Et la puissance publique se met en branle pour essayer de mettre des règles du jeu pour que le pacte social soit cohérent et éviter les prochaines crises. Mais il y a toujours de prochaines crises puisqu'on n'a pas réussi à tout réguler. Donc, la Cité d'économie, je vous invite vivement à aller voir. Vous avez plein de dispositifs qui sont interactifs, il faut toucher, manipuler, jouer. Et ça nous permet en fait d'avoir une compréhension globale de ce que peut être la science économique et la fonction dont le monde fonctionne et la façon dont on essaye de faire évoluer les choses. Et par exemple, ici, vous avez un jeu où 9 personnes essayent de se mettre d'accord dans une conférence internationale sur le climat. Et chaque joueur représente un pays. Et on constate que chaque pays n'a pas les mêmes atouts. Ce qui fait que se mettre d'accord, ce n'est pas facile. Et donc la régulation, les règles du jeu, on le voit, nécessitent beaucoup de négociations et de temps. Cerise sur le gâteau, la salle des coffres, où on a une magnifique exposition avec des pièces, des monnaies, des billets qui ont été prêtés à la fois par la Banque de France, mais aussi par la Bibliothèque nationale de France. Vous avez notamment un écu de Saint-Louis, vous n'en avez plus que 3 dans le monde qui existent, qui est présenté. Alors pourquoi il y en a très peu? C'est que l'or à l'époque était très rare, et à chaque fois qu'il y avait une réforme monétaire, les pièces étaient refondues pour faire d'autres pièces. Vous avez des objets qui sont aussi prêtés par le CNAM et la Monnaie de Paris. Vous avez donc, voici l'écu de Saint-Louis, ou des pièces très anciennes, comme ces premières pièces de monnaie qui datent du 7e siècle avant Jésus-Christ, qui viennent de Lydie. Et donc actuellement, une exposition temporaire autour de l'Argo Winch, qui est ouverte jusqu'au 31 décembre. Et la beauté du graphique, du dessin allié à un texte qui est très précis dans le contenu économique, mérite de s'y attarder. Voilà, donc j'ai fait ma promotion. J'en suis très content. Merci de m'avoir écouté. Alors, partons sur le sujet vraiment qui nous préoccupe aujourd'hui, le travail. Au sens économique usuel, le travail, c'est l'activité qui est rémunérée, qui permet la production de biens et de services. Et avec le capital, c'est un facteur de production de l'économie. Il est essentiellement fourni par des employés en échange d'un salaire et il contribue à l'activité économique. Le processus d'entrée et de sortie de l'emploi se fait par le marché du travail. Alors quand on dit qu'il est essentiellement fourni par des employés en échange d'un salaire, c'est que tout le monde n'est pas employé. Vous avez par exemple des artisans, des gens qui sont paysans, qui eux travaillent pour eux-mêmes, et qui, en ajustant de manière indépendante la durée et l'intensité du travail, pratiquent leur rémunération. Alors ça, c'est une vision un petit peu moderne. Dans l'Antiquité, on pouvait avoir une autre vision. Par exemple, dans le terme bas latin, trépalium, qui est une déformation de tripalium, est un instrument formé de 3 pieux auxquels on attachait les animaux pour les ferrer ou les soigner, ou les esclaves pour les punir. Donc la question du travail, là, était un petit peu plus difficile que ce qu'on peut aujourd'hui avoir. Alors, aujourd'hui, dans un sens plus restreint, le travail peut être défini comme l'action de produire de la valeur, des biens ou des services à destination d'autrui. Ce n'est pas seulement le travail rémunéré, il y a aussi l'action productrice qui englobe le bénévolat ou le travail domestique. C'est-à-dire que si vous faites des devoirs pour vos enfants, si vous allez promener le chien, eh bien aujourd'hui on considère que ça rentre dans le travail, même si ça ne rentre pas dans le cadre du PIB qui est calculé. Donc le travail est un élément important pour l'appartenance des individus à une société, ce qui explique que les personnes qui sont sans travail en longue durée notamment se trouvent de façon exclues de l'organisation de la société. Et la réglementation du travail donc, est déterminée par le Code du travail qui s'impose aux employeurs comme aux salariés. Et en France, c'est le corps de l'inspection du travail qui est chargé de veiller à son respect.
récemment, dans les discussions qu'on a sur la notion de travail, on voit apparaître aussi les questions d'égalité sexuelle face à l'accès au travail et à la charge qui est liée au travail, puisque l'organisation, entre guillemets, patriarcale de la société a fait en sorte que l'accès pour les femmes au travail a été plus difficile. Et la charge mentale qui résulte de tâches annexes au sein du foyer peut engendrer des difficultés pour l'accès au travail. Alors, dans cette table ronde, donc, on vous propose de pouvoir avoir une vision d'un acteur économique qui est en activité, notamment sur ces territoires dont nous sommes, et d'avoir aussi des visions des acteurs de la puissance publique avec la région, département, et un acteur qui a développé une solution numérique qui est reprise par la puissance publique, et voir la façon dont cette solution numérique permet de faire du lien et de trouver des débouchés pour des personnes qui sont en situation de recherche de travail depuis un certain temps. Alors, on va commencer cette présentation de mes invités avec, à ma droite, M. Olivier Huard. Vous êtes président-directeur général du groupe TDF depuis maintenant 2010. Vous avez commencé votre carrière en 1988 à France Télécom dans une mission à l'international, me semble, dans un premier temps. Et ensuite, entre 1996 et 2005, au sein du groupe SFR-CGTEL, vous avez dirigé la réglementation et les affaires publiques de SFR. Et puis, vous avez pris la direction générale de l'opérateur fixe CGTEL. De 2005 à 2010, vous avez été président de British Telecom France. Vous êtes diplômé de l'école polytechnique, de Télécom Paris, et vous êtes aussi titulaire d'un MBA de l'INSEAD. Et donc, aujourd'hui, vous êtes président du conseil d'administration de l'Institut des mines télécom. Et en 10 ans, vous avez, et vous allez en parler, fait évoluer le groupe TDF, qui, il y a 10 ans, était dans une passe difficile et qui, aujourd'hui, se trouve dans un niveau de développement grâce à de nouveaux marchés, de nouvelles solutions techniques qui sont aujourd'hui déployées et qui permettent de rapprocher l'information grâce notamment à la fibre. Mais vous allez nous en parler dans un instant. Oui, merci, monsieur Gineste. Vous avez tout dit, mais vous n'avez pas dit l'essentiel, c'est que j'ai découvert l'Argo Winch en 93. C'est en 93 que j'ai fait l'INSEAD. C'est un peu le petit clin d'œil, et je peux confirmer, on en discutait encore hier soir, si vous souhaitez replonger un petit peu dans l'environnement de la finance et de l'économie, vous relisez l'Argo Winch dès les premiers albums, parce qu'il y en a quand même maintenant un certain nombre. C'est absolument fantastique, c'est ludique, c'est très très bien fait, c'est amusant, etc. Moi, j'ai vraiment... Vous n'entendez rien? Alors peut-être enlever le masque. Je voulais simplement dire, voilà, ça va mieux là, voilà. Je voulais simplement dire que l'Argo Winch, c'était une façon très très ludique, mais en même temps très très pointue, de refaire le tour de la finance et de l'économie. Et c'est en 93 que j'ai découvert l'Argo Winch au moment où je faisais l'INSEAD. Petit clin d'œil. TDF, vous connaissez TDF un peu? Bof, pas trop. Anciennement Télévision de France. Ce matin, en vous levant, vous avez écouté la radio? Chez vous? Probablement. Peut-être même... Pardon? Ah, c'est la grève en France Culture, mais il n'y a pas que France Culture. Tout Radio France est en grève, mais il n'y a pas que Radio France. Il y a Radio France, mais il n'y a pas que Radio France. Mais bon, si vous avez eu la chance de capter une radio qui diffusait, eh ben vous avez utilisé en fait des installations de TDF. Si vous avez regardé des émissions des matinales en fait de la télévision, c'est pareil.
Si vous avez pris votre voiture ou si vous avez téléphoné sur votre téléphone mobile à de la famille, des amis, etc., il y a fort à parier qu'une partie des équipements des opérateurs mobiles soit hébergée sur des tours, des pylônes de TDF. Et puis enfin, pour celles et ceux qui ont la chance de commencer à avoir la fibre dans les 2 départements, si vous n'êtes pas dans les villes, si vous êtes en dehors des villes, eh bien, vous aurez la chance de pouvoir utiliser un réseau qui est déployé en ce moment par TDF. Donc TDF, c'est ça. C'était historiquement la télévision et la radio. Et je suis arrivé il y a 12 ans chez TDF et toute ma mission, ça a été de m'émanciper de la télévision et de la radio et de découvrir d'autres activités, des activités d'infrastructure, hébergement donc des opérateurs mobiles et déploiement de la fibre, voilà, en France. Et le travail est au cœur de nos problématiques et intérêts. TDF, c'est en France 1800 personnes, 1670 CDI, 130 CDD. Je reviendrai, ça fait aussi travailler plus de 1500 à 1500 personnes en dehors. Mais nous étions 5000 au début de la décennie. Donc on est passé de 5000 à 1800 quand la télévision analogique eh bien, nous a dit au revoir et qu'on est passé sur d'autres. Donc on a été face à un grand enjeu de reconstruction de notre modèle. Et donc on a malheureusement dû se séparer de beaucoup de nos collaborateurs. Ça s'est fait du moins mal qu'on a pu. Et depuis maintenant 4 à 5 ans, nous recrutons à nouveau. Nous recrutons à nouveau, pratiquement 500 personnes recrutées sur ces 3-4 dernières années. Et nous continuons donc de recruter. Et je fais la transition parce qu'on nous dit qu'on est dans une économie de plein emploi. On a quand même 8% de chômage en France. C'est quand même 2 fois plus que chez tous nos confrères européens. Mais moi, mon problème, c'est que je n'arrive pas à trouver suffisamment de ressources, de personnes qualifiées pour me positionner, pour positionner l'entreprise sur les métiers de déploiement de la couverture mobile et déploiement de la fibre. C'est un petit peu ça le paradoxe. C'est vrai partout, sur toute la France. C'est également vrai ici parce que nous sommes présents sur les 2 territoires, les 2 départements, le territoire qui est un double département, donc Indre-et-Loire et Loir-et-Cher. Nous avons beaucoup de mal à trouver des personnalités, des savoir-faire qualifiés sur ces sujets. C'est la raison pour laquelle nous travaillons également avec le syndicat mixte ouvert et les collectivités ici en matière de formation et d'insertion pour former, notamment promouvoir le travail, l'emploi dans les territoires, mais également faire en sorte que ça puisse bénéficier assez directement à tout notre écosystème pour vous donner la fibre très vite maintenant. Voilà. Alors, vous avez des métiers qui sont historiques, qui ont évolué, et depuis quelques années, vous avez un nouveau métier qui est celui de déploiement de la fibre. Ce qui veut donc dire qu'il a fallu se structurer, il a fallu répondre à des appels à projets, il a fallu s'organiser, et aussi il faut faire face à un pic d'activité qui va redescendre certainement dans quelques années, une fois que l'infrastructure sera réalisée. Donc il faut avoir une organisation au sein de votre entreprise qui prenne en considération les employés que vous recrutez et qu'il va falloir réaffecter, et aussi avoir un plan de charge vis-à-vis de vos prestataires. Alors ça veut dire que votre vision doit être à moyen terme, et comment en fait vous organisez pour avoir la meilleure capacité productive du fait à la fois de vos engagements, de vos défis, mais aussi des risques qui sont inhérents à l'arrêt de la fin de l'infrastructure. Alors, on a la chance chez TDF dans nos métiers qui tournent autour des télécoms et du haut débit d'avoir une visibilité à moyen long terme. On a des contrats dans la télévision à 5 ans, avec les opérateurs mobiles c'est 15 ans, et dans la fibre c'est 25 ans, donc en termes de concession. Donc nous sommes un acteur qui investit massivement. Juste pour vous donner un ordre d'idée,
sur les 2 départements, Indre-et-Loire et Loir-et-Cher. On a commencé donc il y a 2 ans, ça sera terminé dans 18-24 mois. On aura investi un demi-milliard d'euros, 500 millions d'euros. C'est probablement l'un des plus gros projets sur la région. Donc notre programme industriel, c'est celui-là. Alors comment on gère effectivement une activité historique de la télévision et de la radio qui est plutôt stable, voire en légère décroissance? Comment on gère en même temps une activité de déploiement de fibres, de la couverture mobile qui est en plein boom et probablement encore pendant 5 à 10 ans, et déploiement de la fibre qui là est exponentiel pendant 4 ans. Et ensuite, une fois que les déploiements sont faits, on est plutôt dans le côté très opérationnel, très classique. Eh ben, on essaie d'avoir une vision globale en fait des ressources. Cette vision globale des ressources, c'est que on gère nos ressources humaines dans leur entièreté. Je vous disais 1800 personnes au sein du groupe TDF, mais on en fait travailler donc 1600 en plus. Donc on est sur des montants significatifs, pratiquement 3400, 3500 personnes qu'on fait travailler donc, dans notre écosystème. Et à chaque fois, nous, on se pose la question, finalement, quelles sont les ressources dont on a besoin en interne et quelles sont les ressources avec lesquelles on peut travailler donc, en externe. On a 3 critères pour ça. Si l'activité est si la ressource dont on a besoin, la compétence dont on a besoin nous permet de nous différencier par rapport à la concurrence, nous permet d'être meilleur, d'être différenciant, eh bien, il vaut mieux l'avoir en interne plutôt qu'en externe. Premier critère. Deuxième critère, si cette activité est pérenne, c'est-à-dire si je ne fais pas un effet de bulle, par exemple le déploiement de la fibre, je vais en grande partie le sous-traiter parce que je sais que dans 2 ans, je vais avoir moins à faire. Donc je pilote, je suis plutôt sur l'architecture en fait des réseaux, la maîtrise d'ouvrage. Donc une fois que l'activité est pérenne par rapport à un effet de bulle, si l'activité est pérenne, j'ai plutôt tendance à l'internaliser, et sinon je l'externalise. Et puis enfin, j'ai besoin d'être efficace économiquement. Il n'y a pas de raison que je garde en interne des ressources qui me coûteraient plus cher et qui seraient moins productives que ce que je peux toucher à l'extérieur. Donc ça fait partie des trois critères. Donc c'est une vision d'ensemble. Donc on est sur 3500 personnes, on en a 1800 en interne et 1600 extérieurs. Deuxième élément, une politique de mobilité. Le Covid nous en a nous a mis une pression très très forte l'année dernière, parce que l'année dernière, la plupart des déploiements de réseau ont été arrêtés, stoppés. Et il a fallu qu'on se dise comment est-ce qu'on fait. On a besoin de réorienter nos ressources internes et externes sur ce qu'on peut faire. Donc on a mis en place une politique très très dynamique de mobilité en l'espace de 12 mois. Sur l'ensemble de nos effectifs, on a fait plus de 300 mobilités. Donc 20% des effectifs ont été réalloués à d'autres missions temporaires. Et nous l'avons fait avec comment dirais-je, dans le cadre d'un climat social et d'une discussion donc avec les représentants des personnels qui a été, je pense, assez exemplaire. Nous avons industrialisé, entre guillemets, ce qu'on appelle dans le jargon des RH la GPEC, la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. C'est un outil qui est un outil incroyable. Et nous, on ne le fait pas uniquement pour faire bien, pour cocher la case du droit social. On le fait parce que c'est un impératif industriel important. Donc, ça nous a amené à faire un contrat qu'on appelle un contrat de l'équilibre social et économique en interne avec nos syndicats. Ça a été signé par 2 organisations syndicales sur 3, la CFDT et l'UNSA, qui nous a permis donc d'avoir une approche gagnant-gagnant en ne faisant partir personne, mais en gagnant souplesse et productivité. Et puis donc, on le fait dans le cadre d'une politique sociale très très engagée.
on est au-delà de tout ça, très très actif en matière de l'égalité professionnelle, l'accord sur la qualité de vie au travail, l'inclusion des travailleurs handicapés et une politique donc de RSE, responsabilité sociale des entreprises, très engagée. Donc c'est une vision à la fois globale, une vision très sociale, mais qui met l'accent sur l'efficacité, la productivité, et qui fait qu'on discute ces sujets-là avec l'ensemble des parties prenantes en interne. Alors, vous avez évoqué votre difficulté à recruter dans la période actuelle. Il faut savoir que au moment de l'impact des confinements et de la crise du Covid, on a eu une grande peur sur la question de l'emploi. Et aujourd'hui, les premiers bilans qui apparaissent, c'est qu'environ 300 000 emplois ont été détruits pendant la période. Mais du fait du soutien des politiques publiques, on se retrouve finalement avec une situation des entreprises en sortie de crise qui n'est pas globalement mauvaise. Évidemment, il y a des secteurs qui sont plus en difficulté que d'autres. Il y a des secteurs qui ont plus une sortie de crise très très favorable et d'autres pas encore. Et aujourd'hui, on est à 500 000 créations d'emplois par rapport à la situation antérieure. Donc, on a un solde de 200 000 créations d'emplois par rapport au 30 mars 2020. Donc, c'est assez paradoxal, puisqu'on n'a pas encore retrouvé la situation d'activité exactement de celle qu'on avait avant le confinement. Et la situation des entreprises permet, au vu de la trésorerie qu'elles ont réussi à accumuler, à embaucher et peut-être à faire en sorte que le marché de l'emploi devienne un petit peu épuisé par rapport aux personnes qui sont en recherche d'emploi. Et donc, quelles sont les stratégies que vous avez, enfin, si vous êtes vraiment en difficulté pour recruter, quelles sont les stratégies que vous mettez en place là actuellement pour essayer d'être le plus attractif possible ou faire en sorte que peut-être des personnes qui ne sont pas dans la recherche d'emploi que vous proposez s'inscrivent dans l'offre que vous donnez? Alors, je tiens à dire que pendant les périodes difficiles de l'année 2020, même quand on a été en arrêt pratiquement complet d'activité sur certains déploiements, on a gardé tous nos effectifs, bien entendu. Nous n'avons mis personne au chômage partiel et nous avons au contraire mis en œuvre des politiques un peu différentes. Mais c'est vrai que vous l'avez rappelé, nous on fait face plutôt à une demande très forte. Depuis, si on compare la situation aujourd'hui par rapport à avant le Covid, on fait travailler plus de personnes, on a plus de personnes en interne et on a recruté plus de personnes encore à l'extérieur. Mais on fait face à une tension très forte. Alors dans le cadre des concessions, de la concession notamment, par exemple, que nous avons gagné ici il y a maintenant 2 ans et demi en matière de déploiement de la fibre, il y avait un certain nombre de clauses qui stipulaient que les différents candidats devaient faire preuve d'initiative en matière de formation et d'insertion professionnelle. Donc nous avons bien entendu activé donc, toutes ces clauses, mais on l'a fait pas uniquement avec l'objectif de respecter les engagements contractuels qu'on avait pris au titre de cette concession, mais c'est parce qu'il y avait un double intérêt, un intérêt bien entendu pour créer du travail en local, mais aussi parce que ça nous a permis donc de recruter. En l'espace de, nous, on a mis en place des dispositifs de formation très agiles, avec notamment des plateaux mobiles de formation en Val-de-Loire pour aller très près des publics, pour les former. Une coordination efficace avec tous les acteurs clés de la formation, l'AFPA, le GRETA, l'Académie des télécoms, les Compagnons du devoir, mais également les acteurs de l'insertion, la Maison de l'emploi, Pôle emploi, entreprises temporaires de l'insertion et les pouvoirs publics, bien entendu. Nous pouvons dire qu'en l'espace de 2 ans, eh bien, toutes nos activités donc, de formation et d'insertion auront permis de créer sur les 4 territoires sur lesquels nous sommes plus de 200 contrats en CDI
et 150 contrats en CDD. Et pour illustrer, je crois qu'on a une petite vidéo d'1 minute, 1 minute 30, pour illustrer ce propos avec des choses très très concrètes, vous allez voir. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être sur le plateau de la formation dite formation Fibre, une formation en partenariat entre le Greta Val-de-Loire et l'entreprise TDF, et qui a pour objectif de former des gens à devenir installateurs de fibres sur tous les territoires au bénéfice des entreprises et des particuliers. Mon rôle est de mettre en relation ces apprenants avec nos entreprises sous-traitantes qui, elles, construisent le réseau sur toutes les zones rurales du Loir-et-Cher et de l'Indre-et-Loire, et donc qui sont en recherche de futurs salariés. C'est une formation qui va durer 7 mois et qui se construit en accord avec les entreprises, avec TDF, avec le SMO et avec la région, dont une des missions est de financer la formation professionnelle dans des métiers porteurs, c'est le cas de fibre optique. J'ai commencé avec un contrat à l'armée de terre. J'ai été cariste pendant 5 ans. J'avais envie de voir de nouveaux horizons. Ce que j'ai aimé dans la fibre, c'est qu'il y a une opportunité d'auto-entrepreneuriat. Suite à un souci de santé, j'ai été obligé de changer de métier. Je me retrouve aujourd'hui ici dans la fibre optique en intention de devenir auto-entrepreneur et de rallier mes compétences qui étaient du domaine de l'informatique avec la fibre optique. Alors, Monsieur Gilles, vous êtes né dans la Sarthe, vous avez été premier adjoint au maire Jean Germain, conseiller municipal de Tours depuis 1995, député d'Indre-et-Loire de 2007 à 2017, membre du groupe socialiste radical citoyen et divers gauche, vice-président de la commission des affaires sociales de 2012 à 2017. Vous êtes conseiller régional du Centre Val-de-Loire depuis décembre 2015 et vous avez été tête de liste dans le département d'Indre-et-Loire et vice-président donc chargé de vice-président chargé de l'emploi, de la formation, de l'orientation et de l'insertion au conseil régional. Alors, pour rappel, il y a eu des évolutions d'organisation des strates territoriales et la loi NOTRe qui a été mise en place permet de flécher ce que doivent faire les strates territoriales, même si évidemment il y a beaucoup de choses qui sont encore partagées. Ce n'est pas encore tout à fait clair. Ce qui est en fait voulu par le législateur, c'est que la strate régionale se spécialise dans le développement économique et essaye d'avoir un schéma stratégique de développement économique sur le territoire qui est le sien. Donc il a pour compétence de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel, scientifique et le soutien à l'accès au logement et l'amélioration de l'habitat. Avec les compétences qui sont les siennes, il doit travailler avec évidemment les services déconcentrés de l'État et les autres acteurs territoriaux que sont les métropoles, villes et départements. Alors, dans votre carrière, dans votre activité, vous avez beaucoup travaillé sur les questions d'insertion de l'emploi sur des personnes qui sont en situation de recherche et en situation de difficulté, parfois en échec scolaire aussi, sur lesquels il a fallu redonner ce qu'on appelle une seconde chance. Vous avez participé à la formation, à la naissance des écoles de la seconde chance. Alors, deuxième chance. De la deuxième chance, c'est vrai. C'est pas forcément la dernière, on espère. Et pour vous, donc, aujourd'hui, quels sont les défis auxquels on se trouve dans cette heure où on est en situation de sortie de crise, on l'espère, et pour lesquels il faut faire en sorte que l'emploi qui est valorisant pour les individus puisse trouver sa place pour chacun. Quels sont les leviers qui sont les nôtres? Alors, les enjeux, les leviers.
Bon, les enjeux, je pense que ça a été décrit dans l'intervention précédente, c'est qu'aujourd'hui, ça va tellement bien que ça va aller mal. C'est quand même ça le sujet, hein, je vais y revenir, qu'on est dans une situation totalement paradoxale où on craint, vous ne l'avez pas dit, mais on le sentait dans vos propos, qu'on a une reprise, heureusement, suite Covid, qui est plus forte que ce qu'on attendait, c'est-à-dire vous l'avez dit, on est revenu à un niveau d'activité avant Covid et on pensait l'atteindre que dans 1 an, et on a peur que cette croissance, cette reprise soit cassée par le fait qu'on n'arrive pas à mettre les gens en emploi qu'il faut. Je crois que c'est ça le sujet. Et alors, pourquoi on en est là ? Moi, c'est ça la question qui me passionne depuis des années. Vous avez rappelé un peu mon parcours, mais moi, mon sujet, c'est pas tant le travail. Hein, voilà, je suis comme tout le monde, j'ai un travail, je fais de l'ingénierie de formation, il m'arrive de donner des cours, j'ai quelques mandats, donc voilà, ça m'occupe un peu. Moi, mon sujet, c'est l'emploi. C'est-à-dire comment on transforme ce travail dans nos sociétés modernes en une situation de travail qui est cadrée, qui est normée, qui donne un statut aux gens, qui donne une rémunération, qui leur offre une assurance chômage. Alors, évidemment, il y a le salariat qui évolue, il y a les auto-entrepreneurs, les professions libérales. Voilà, moi, mon sujet, c'est ça. Comment on peut améliorer ça ? Et comme vous l'avez dit, moi, je me suis particulièrement intéressé aux gens qui n'y arrivaient pas, et notamment aux jeunes, donc les problèmes d'insertion sociale et professionnelle, et notamment des jeunes où est très investi enfin je suis toujours d'ailleurs dans ce qu'on appelle les missions locales, qui accompagnent les jeunes, qui travaillent avec les entreprises pour essayer de leur trouver une situation. Et le sujet, c'est que quand même, on a une particularité malheureuse de la France, c'est-à-dire que non seulement on a un taux de chômage assez élevé, on pourrait en discuter, mais en plus, moi, je croise tous les jours des gens qui me disent « Monsieur Gilles, moi, je n'arrive pas à trouver voilà. » Donc là, c'est quand même une folie. On dit qu'on a 5 millions de chômeurs et on n'arrive pas à trouver des emplois aux gens. Donc, il faut quand même qu'on s'interroge un peu là-dessus. Alors, monsieur a expliqué ce qu'il fait, ce qui est parfait, hein, mais c'est une grosse entreprise. Donc, imaginez la situation de la petite entreprise, la petite PME familiale, des choses comme ça. Donc, eux, ils ne trouvent personne, ou très difficilement, et à tel point qu'il faut intégrer ça aussi, ils ont renoncé. Moi, je connais des gens qui disent « ça, les entreprises, ça me suffit ». C'est-à-dire, le gars, il dit « non, mais je ne vais même pas chercher à me développer ». Ce qui est une catastrophe. Vous avez tous rencontré ça, vous allez on a commencé à retourner au restaurant, alors ils ne trouvent personne. Et pourtant, on forme. Hein. Moi, je suis vice-président à la formation, je peux vous dire. Je suis président d'un CFA qui forme à la restauration. On est plein à craquer. Hein. Alors là, il y a un autre sujet qui n'est pas celui que je voudrais évoquer aujourd'hui, mais je le dis parce que sinon, mais pourquoi vous ne parlez pas de ça ? Il y a un sujet aussi, les gens ne se trouvent pas forcément satisfaits dans l'emploi. C'est-à-dire que la restauration, on forme, mais le vrai sujet, c'est que les gens, ils restent en moyenne 5 ans dans le métier. Alors, il y en a qui restent beaucoup plus longtemps, hein, mais donc c'est un peu le tonneau des Danaïdes, c'est sans fin. Donc ça, il y a un sujet, ils sont en train de s'en préoccuper, question de... c'est beaucoup les horaires. Vous expliquez à des gens, non, il n'y a plus de week-end, c'est dur à vendre dans notre société. Mais en même temps, nous, on va plutôt au restaurant le week-end, hein, donc c'est pas si simple que ça à résoudre. Puis il y a les questions de rémunération. Mais moi, je pensais que c'était le cœur de notre sujet aujourd'hui, je vais me concentrer là-dessus. Moi, je pense qu'il y a une piste, au-delà de tout ce qu'on fait, hein, de tout ce que vous avez rappelé, la formation, la GPEC, on essaie d'analyser les besoins, etc. Je pense que mon voisin expliquera comment même on pourrait améliorer ça avec l'intelligence artificielle, repérer les besoins de compétences. Après, on va lister les gens à côté, et puis ça va marcher. Ça, c'est notre rêve français. Alors moi, je crois que ça ne marche pas. Alors après, notre voisin, il a d'autres réponses. Donc je ne dévoile pas, hein, vous allez voir, c'est une belle progression, mais ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionnait, c'est-à-dire de dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est quelque part trop cartésien. C'est-à-dire que moi, toute mon expérience, évidemment qu'il faut repérer les compétences. Que monsieur, il dirige une boîte, il faut quand même qu'il s'interroge un peu de quoi il a besoin, comment ça va évoluer, etc. Mais déjà, moi je le dis, et on a déjà eu cette discussion, il me semble, il y a un sujet, c'est que cette donnée-là, elle est stratégique pour l'entreprise. Et là, quand vous avez une période de reprise ou quand vous avez une période sur un secteur qui est en pleine expansion, tout le monde est concurrent. C'est une donnée qui n'est pas totalement transparente. Il y a des enjeux pour les entreprises. À l'inverse, ma petite entreprise,
elle a du mal à la formuler ce dont elle a besoin. Le gars, il voit bien que ça marche, bon, voilà. Mais il a créé la boîte tout seul, donc il a du métier, il commercialise, sa femme fait les factures le week-end, mais bon, il a du mal, lui, à analyser ce dont il a vraiment. Donc les données, elles ne sont pas si simples que ça à avoir. Les données et puis alors, on sait aussi, il faut quand même être modeste, que tous ceux qui ont essayé de planifier ça sur quelques années, on ne sait pas faire. C'est-à-dire si vous dites, bon, alors dans 5 ans, on aura besoin d'autant de médecins, d'autant d'architectes, d'autant, puis vous déclinez tout ça, ça finit en catastrophe à chaque fois. Vous avez vu chez les médecins, on s'est complètement gouré. Il y a 25 ans, on a dit, bon, il y a trop de médecins, ils prescrivent trop. Voilà, on s'est totalement trompé. Notre région, elle rame derrière pour retrouver. Donc, il y a déjà la donnée facile. Et puis, du point de vue des individus, bah écoutez, je ne sais pas quelle a été votre vie, mais il y a beaucoup de gens, si on vous dit, bah, écoutez, là, vous êtes au chômage, mais vous êtes à Blois, mais je ne sais pas, je dis n'importe quoi, à Cognac ou à Brest, il y a exactement le boulot qu'il vous faut, bah, tout le monde n'y va pas comme ça, quoi. Hein, ou alors, il faut vraiment qu'on vous fasse un pont d'or. Mais généralement, on ne vous fait pas un pont d'or. Et puis en plus, bah, il y a une sorte de précarisation du travail, c'est-à-dire qu'on ne vous garantit pas tout de suite le CDI. Mais on marche sur... notre modèle, notre paradigme est plutôt celui-là. Les gens intelligents qui gèrent tout ça ont pensé que voilà, on va faire le rapprochement, ce qu'on appelle une approche adéquationniste. Alors, si vous voulez, ça peut marcher pour les ingénieurs, très ciblés, etc. Et encore, hein, rappelez-vous que l'ENA, quand on leur a dit, les gars, vous allez faire une partie de les gars et les filles à Strasbourg, ils sont quand même ils ont un peu tordu le nez. Hein, personne n'aime bien ça. Mais imaginez le jeune qui connaît quand même que des situations précaires, un peu. Quand on lui dit, ouais, mais tu vas avoir un boulot à 100 km, entre ça et se dire, quand je vais revenir, je vais avoir perdu ma petite copine, il n'y va pas. Et vous seriez à sa place, c'est pas sûr que vous iriez. Alors là, comme je vous le disais, on va vivre des moments très durs. Parce que déjà, c'était compliqué, mais là, nos jeunes, ils ont compris que de toute façon, il suffisait de se lever le matin aujourd'hui et d'aller à la boîte d'intérim, et il y a un truc. Et que si ça se passe mal, le lendemain, ils changent de boîte d'intérim. Donc là, on va être dans une période qu'on n'a jamais connue. C'est-à-dire qu'on a 5 millions de chômeurs, mais on a un marché de l'emploi comme si on était à fond, quoi. Comme si on était en plein emploi. Donc ça va être très, très... Alors moi, je pense que ça va nous amener peut-être à modifier un peu notre paradigme. Alors évidemment, une entreprise, elle recherche des compétences, comme on dit. Mais moi, ma conviction, c'est que si on y réfléchit un peu, l'emploi, c'est aussi une rencontre. C'est-à-dire que, réfléchissez à votre vie professionnelle, il y a le métier qu'on sait faire ou qu'on apprend, mais il y a aussi l'environnement dans lequel on vit. C'est-à-dire que les collègues, est-ce que c'est sympa? Est-ce qu'on va au boulot la boule au ventre parce que le contremaître, il n'est pas sympa? Tout ça joue quand même énormément. Et en même temps, la proximité aussi. On ne va pas, comme je disais, comme ça, spontanément. Voilà. Donc, on a trop réfléchi en pensant que les gens, sous la pression, ils allaient se déplacer. Ben non, les gens, ils restent chez eux parce que de toute façon, vous avez eu aussi tous les plans de licenciement où les gens étaient à 50 ans, ils n'avaient pas fini de payer la maison, vous ne partez pas à l'aventure, vous vous dites, bon, on va finir, et puis on reste comme ça. Donc, tout ça pour dire que moi, je pense que évidemment, il faut réfléchir compétences et essayer de rapprocher. Et puis, c'est le rôle de la région, former les gens pour que ça réponde. Voilà. Et plus ça va, plus on essaie. Par contre, avant, on était dans un modèle, on forme les gens, puis après, ils vont dans l'entreprise. Là, on essaie de former les gens dans l'entreprise directement. Donc, vous avez vu, tout le monde a relancé l'alternance et l'apprentissage, parce qu'évidemment, l'insertion est meilleure. Et aujourd'hui, on est même en train de développer, vous allez voir, vous allez en entendre parler, ce qu'on appelle la formation situation de travail. C'est-à-dire que tous les systèmes qu'on gère, ou avec Martial aussi au niveau du département, c'est-à-dire pour les personnes plus en difficulté, avant, on disait, on va régler tous les problèmes de la personne, puis après, elle va trouver du boulot. Et puis, elle n'en trouvait pas plus. Là, on dit, c'est le working first, on essaie de mettre plus rapidement possible les gens en situation de travail, quitte à ce que cette situation soit adaptée, soit en fonction des difficultés de l'individu. Et à partir de la situation de travail, on lui apporte, on lui traite les problèmes, on lui apporte la formation, on le monte en compétences, mais on règle pour certains les problèmes d'illettrisme, pour d'autres des problèmes d'addiction qu'ils peuvent avoir, etc. Vous voyez, ça, c'est le bouger qu'on a fait. Mais j'arrive à mon point central.
moi, je pense que ça se passe aussi dans le territoire. C'est-à-dire que les entreprises ont un peu, je caricature, hein, je m'en excuse, mais se disent, il y a 5 millions de chômeurs, je vais quand même trouver la perle que je cherche. Donc, on cherche un peu le mouton à 5 pattes. Et il n'existe pas. Là, si je puis dire, et excusez l'expression, il reste plutôt des moutons à 3 pattes. Et puis, comment on les fait monter en puissance? Et ça, moi, ma conviction, et je pense que c'était le thème d'aujourd'hui, ça se fait au point de vue territorial. C'est-à-dire qu'il faut impliquer les élus. Il faut impliquer plus fortement les élus parce que le maire a une capacité à fédérer. Alors maintenant, on est plutôt dans les présidents ou présidentes de communautés de communes. Voilà. Et se dire, il faut aussi travailler avec les gens qui sont sur le territoire. Les personnes ne vont pas se déplacer comme ça, même s'il y a d'énormes besoins. Mais, et puis, vous verrez, on est tous comme ça. On est attaché à son territoire, à sa vie, à son réseau individuel, etc. Et les jeunes générations, elles investissent tout dans le travail. Elles savent très bien que la vie s'organise à partir du travail. Mais elles ont compris que, confrontées à la précarité, vous développez aussi des loisirs qui sont importants, des réseaux d'amitié. On l'a fait. Les jeunes générations le font peut-être encore plus que nous et ne sont pas prêts à sacrifier ça pour un travail dont ils ne savent pas si ça va durer 3 semaines, 3 mois, etc. À tel point, et là c'est le paradoxe, et je pense que vous connaissez ça, que les entreprises sont très surprises de dire je propose à un jeune un CDI et il est parti en courant. Parce qu'ils ont tellement intégré cette forme de précarité des contrats courts qui, maintenant, ils le revendiquent. Là, c'est une autre difficulté à laquelle on est confronté. Alors, ils le revendiquent jusqu'au moment où ils se mettent en couple, ils ont des enfants, etc. Parce que quand vous avez des CDD, quand vous allez voir le banquier, c'est un peu difficile. Donc, moi, ce que je pense, et on va orienter encore plus la politique de la région, donc où j'ai la responsabilité sur les questions de formation et puis un petit peu d'emploi qu'on travaille, mais la compétence demeure à l'État. Moi, je pense qu'il faut développer au niveau des bassins de vie, des bassins d'emploi, des lieux de repérage, des lieux de formation, etc. Et dernier point sur lequel je voulais insister et qui caractérise notre région, où en gros, il y a un dynamisme le long du fleuve, le long de la Loire, et puis les autres territoires, c'est un petit peu plus en difficulté. On l'a bien vu. Là aussi, je pense qu'il faut travailler avec ces territoires pour les doter de moyens d'accueil, d'orientation, de formation. C'est-à-dire qu'un territoire, on va prendre ici, je ne sais pas, Vendôme, qui est dynamique, un territoire comme Romorantin, qui a connu quand même des événements. Si dans ces territoires-là, il n'y a pas possibilité de se former un peu au-delà du bac, on n'attirera plus des entreprises, on n'attirera plus des emplois. Donc, il faut qu'on pense à ça. C'est-à-dire, c'est la responsabilité de la région d'être dans une approche à la fois de formation, mais un petit peu d'aménagement du territoire. Alors, les formateurs, ils ne comprennent pas trop ça. Quand on parle formateur au sens large, par exemple, l'université, on leur dit de temps en temps, il faut aussi qu'il y ait des choses un peu à Bac+1, à Bac+2, pas que dans les métropoles. Bon, ils nous disent, on n'est pas là pour faire de l'aménagement du territoire. Je dis, moi, un petit peu aussi, parce qu'un territoire qui n'a plus de Bac+1 ou de Bac+2, là, je pense qu'il est condamné à moyen terme, plus personne n'y viendra et plus aucune entreprise n'y s'y installeront. Alors qu'on a des entreprises installées, nous, dans notre région, c'est notre chance dans ce territoire-là. Et je voulais finir sur une bonne nouvelle. J'ai vu les statistiques, je disais qu'on a rattrapé nationalement le niveau de 2019, et la région, et même au-delà de ça, a une sorte de dynamisme qu'on voit notamment par les rentrées de TVA, par exemple, très importante, parce qu'on est une région qui a, par exemple, encore de l'industrie et que celle-ci est en train de redémarrer. Alors, juste pour information, hier, le gouverneur de la Banque de France a indiqué que les statistiques qui vont sortir lundi officiellement disent que le niveau d'activité de la France est à 99,750 par rapport à l'indice 100 qui était de mars 2020. C'est-à-dire qu'en fait, on est aujourd'hui, en septembre, à un chouïa de l'activité de mars 2020. Sachant, et sachant que certains domaines d'activité sont quand même largement en crise encore, ce qui montre bien que d'autres domaines d'activité sont largement supérieurs. Juste une question.
au bout de 5 ans maintenant, peut-on faire un bilan de la métropolisation qui a été voulue par le législateur? Est-ce que ça a été un plus ou une Vous voulez difficulté? vraiment qu'on se lance dans ce sujet? C'est un sujet très délicat. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Je suis élu métropolitain à Tours. Mais là, c'est un peu le bazar, notre affaire, hein, parce que là, on a quand même réussi à faire une métropole où la ville-centre n'est plus dans l'exécutif de la métropole. Donc là, je crois qu'on a inventé un cas de figure qui est pire que Marseille, donc c'est pas bon signe quand on dit ça. Et j'ai cru comprendre qu'Orléans, alors Orléans, ils ont fait un truc aussi étrange, c'est-à-dire que ils étaient tellement fâchés à droite ensemble qu'ils ont fait élire la gauche, mon ami Chailloux. Mais bon, maintenant, ils se disent peut-être qu'on a déconné, donc c'est aussi... Donc là, je pense que c'est un autre débat, les métropoles. Non. Par contre, il y a un sujet, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans, et je pense que c'est ça que vous vouliez dire, il y avait une sorte de théorie qui disait, bon, on est en retard dans la mondialisation, etc. Faut faire des métropoles. Alors, il y a les grandes métropoles, hein, qui sont Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, enfin voilà, ça c'est des vrais. Et puis après, vous savez comment c'est, la France. Moi, le premier, j'ai dit, mais pourquoi on n'y est pas, nous, tout ça. Donc on a fait tout le bazar, donc on a fini par être métropole. Donc maintenant, il y en a 22, mais c'est pas... Mais il y avait cette idée que l'emploi était que dans les métropoles, etc. Et que ça, là-bas, qui est, de mon point de vue, fausse. Hein. Il y a des gens maintenant qui disent que ce n'est pas du tout vrai. Évidemment, en termes de quantitatif, il y a plus d'emplois à Tours qu'il y en a, je ne sais pas, à Salbris, etc. Mais dans la création d'emplois, ce n'est pas évident. Parce qu'il y a des territoires qui, tout d'un coup, arrivent à être très dynamiques. Et moi, je crois à ça. Et pourtant, je vous dis, je suis un élu métropolitain. Moi, j'habite au cœur de Tours, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas abandonner les territoires. Au contraire, il faut justement leur injecter de l'information, travailler avec les élus, faire avoir des ambiances un petit peu commando, les élus, les chambres consulaires, les entreprises du coin, et puis montrer qu'il y a... Voilà. En plus, vous avez vu qu'il y a un effet Covid, c'est-à-dire que les gens sont nés, bon, c'est sympa, les grandes villes, etc., mais bon, il y a du charme aussi à vivre dans des territoires beaucoup plus... voilà, hein, donc là, on est dans des rééquilibrages. Donc, je crois que c'est un peu un mythe urbain, si je puis dire, de dire qu'il y a de l'emploi que dans les métropoles. Et de toute façon, ce mode de développement, je pense, n'est pas souhaitable parce que vous transformez sinon le reste en désert. Et puis après, vous dites, mais qui va venir s'occuper de nos vieux qui sont restés à la campagne? Donc, voilà, donc je pense qu'il faut plutôt tordre le cou un peu à cette idée-là. Et je pense qu'on est plutôt dans une phase de rééquilibrage. Merci. Alors, Monsieur Bourdet, vous avez été de 2004 à 2008 directeur général adjoint de la ville de Joué-les-Tours, de 2008 à 2012 directeur général des services de la ville de Ballan-Miré, et depuis 2013, vous êtes directeur de l'insertion de l'habitat et du logement du conseil départemental du 37. Présentez-moi un petit peu les missions générales d'un département. Et en quoi, en fait, un département a des missions dans le cadre de l'emploi, alors que, comme on l'a vu rapidement à l'instant, c'est plutôt la région qui est ciblée par le législateur comme étant l'acteur du développement économique. Je vais tenter de répondre en sachant que s'il n'y avait que la région et le département, on pourrait réussir, je pense, assez facilement en tout cas, ce serait sans doute plus simple de régler cette question ou de l'appréhender de manière peut-être plus efficiente. Peut-être juste un mot sur les compétences du département et en tout cas ce qui positionne le département sur ces questions à la fois de territoire et d'emploi. La loi NOTRe, vous l'avez évoqué, a essayé de clarifier les compétences entre les différentes strates administratives et le département a conservé globalement les routes départementales, il a conservé les collèges, il a conservé un certain nombre de compétences, mais il est surtout et avant tout le chef de file des politiques sociales, puisqu'il a à charge de prendre en compte toutes les problématiques du handicap, les problématiques de l'autonomie et du vieillissement, les problématiques de protection de l'enfance et de protection maternelle et infantile, dans une organisation qui est territorialisée. Et puis, il est également, de par la loi, et notamment la loi relative aux revenus de solidarité active, il est le chef de file des politiques d'insertion. Alors, peut-être quelques mots très rapides, puisque, en l'occurrence, le travail de praticien qu'est le mien, moi je ne suis pas un élu, mais c'est de prendre en charge les publics qui sont globalement durablement éloignés de l'emploi. Et notamment, pour un certain nombre, relevant des minima sociaux et notamment du revenu de solidarité active.
Le revenu de solidarité active, c'est le dernier filet de solidarité, de sécurité, après qu'on ait épuisé toutes les autres formes d'indemnisation, et notamment d'indemnisation chômage. Et avec une relative précarité, puisque contrairement aux indemnités chômage, par exemple, on est dans un dispositif familialisé. Donc c'est les ressources du foyer et non pas des ressources individuelles qui sont prises en compte. Alors, peut-être quelques mots, en 2 mots, 2 chiffres. En l'Indre-et-Loire, qui est un département très moyen, il pèse 1% du national, donc on est globalement dans les moyennes nationales. C'est quand même 15 000 bénéficiaires du RSA. Et depuis la mise en œuvre du revenu de solidarité active, c'est plus 72% d'évolution des effectifs, c'est-à-dire depuis 2009. Plus 72% d'évolution des effectifs. Et puis, c'est aussi un poids financier pour la collectivité, puisque en Indre-et-Loire, on va finir l'année 2011 en sortie de crise Covid, avec 90 millions d'euros d'allocations versées par le département à l'ensemble de ces personnes. Et là aussi, c'est plus 77% d'augmentation depuis 12 ans. Ce qui interroge même d'ailleurs la soutenabilité de ce dispositif qui a été très fortement réinterrogé par les élus, à tel point qu'on évoquait tout à l'heure un demi-milliard d'investissements. Un demi-milliard, c'est même un peu plus, c'est 550 millions d'euros versés tous les ans par la Seine-Saint-Denis au titre du revenu de solidarité active. Un demi-milliard versé tous les ans. Ça interrogeait la soutenabilité, à tel point d'ailleurs qu'on est dans une logique aussi de recentralisation du paiement de l'allocation en expérimentation de la Seine-Saint-Denis. Et c'est donc l'État qui va reprendre à son compte le versement de cette allocation. Autre élément peut-être aussi sur ces éléments de préoccupation, puisqu'on évoquait les effets de crise, c'est que moi, je suis dans ces responsabilités depuis fin 2012 et donc j'ai accompagné le département dans les suites de la crise des subprimes de 2008-2009. Et on a vu arriver au RSA à partir de 2010 tous les publics qui avaient été victimes de la crise et qui étaient arrivés en situation de fin d'indemnisation. Et pendant 5 ou 6 ans, on a vu progresser de manière très, très significative, j'évoquais les chiffres, le nombre d'allocataires qui arrivaient au RSA. Et puis on s'est dit, c'est les effets de la crise, et puis ça va se corriger, et puis on va revenir à des situations d'emploi, etc. La réalité, c'est qu'on s'est stabilisé sur un plateau en termes d'effectifs. Et puis aujourd'hui, on est confronté à la crise Covid, et on a eu une inflation, là pour le coup, historique, inattendue, tout à fait exponentielle, puisqu'on a pris en l'espace de 3 mois 13% d'augmentation des allocataires, et à l'échelle d'un département comme l'Indre-et-Loire, c'était 1700 allocataires de plus qui sont arrivés dans le dispositif. Et ce qu'on a constaté, alors que des mesures avaient été prises, le quoi qu'il en coûte, des mesures de protection, vous l'évoquiez, M. Huard, les entreprises ont conservé leurs éléments de main-d'œuvre, il y a eu du chômage partiel, il y a eu de la protection des salariés. Pour autant, on a vu 1700 foyers arriver dans ce minima social. Donc on avait une frange de la population qui, elle, n'était pas protégée. Pour une part des indépendants, et puis tous ceux qui étaient en situation de contrat précaire et qui pour autant n'avaient pas ouvert des droits à l'allocation chômage. Donc voilà, ça ce sont quelques éléments de paysage, mais qui nous renvoient aussi à l'obligation qu'a le département, à la fois non seulement de verser une allocation, le revenu de solidarité active, mais également de mettre en place une politique d'insertion pour accompagner et garantir un droit à l'accompagnement de ces personnes, pour les ramener vers l'activité et si possible, dans un horizon vers l'emploi, même si l'horizon peut être plus ou moins lointain en fonction des situations. Moi, je mettrais 4 éléments de constat, mais qui vont rejoindre ceux qu'évoquait Jean-Patrick Gilles. Peut-être sur les éléments, en tout cas, qui doivent nous interroger ou auxquels on est confronté. Le premier, c'est... sans y revenir parce que ça a déjà été largement évoqué, mais en fait c'est l'évolution permanente du monde du travail au titre des mutations économiques, des enjeux de la mondialisation qui échappent aussi pour une part aux questions de territoire, la précarisation du travail, la numérisation aussi du travail et l'évolution des compétences attendues. Et puis ce qu'on trouve aussi, c'est les secteurs en tension, qui ont de grandes difficultés à recruter. Et quand on évoquait le prêt de chez soi, et pour rebondir
rebondir sur ce qu'évoquait Jean-Patrick Gilles à l'instant sur la question des territoires et dans les campagnes, qui va s'occuper de nos vieux, parce que c'est une vraie préoccupation. Le département l'est à double titre, au titre de la politique autonomie et de la politique insertion. C'est aujourd'hui, on a des plans d'aide destinés aux personnes âgées qu'on est capable de financer, mais qu'on ne peut pas mettre en œuvre, faute d'avoir les personnes qualifiées qui seront intéressées par ces métiers. Et ça rejoint très fortement aussi une logique de territoire. Le deuxième élément, c'est, je dirais, la quête permanente du territoire d'action pertinent. Entre nos strates administratives qui étaient évoquées, que sont la région, le département, l'intercommunalité, la commune, le quartier, et puis les notions un peu contradictoires de bassin d'emploi, de bassin de vie, de quartier politique de la ville, et puis bien sûr, on a des périmètres administratifs qui ne sont pas les mêmes et qui ne sont pas concordants. Notre organisation territoriale au niveau du département, elle est organisée en 6 territoires de vie sociale, et les agences de Pôle emploi, il y a 8 territoires, et aucun ne sont concordants. Donc on a en termes d'organisation et de mise en œuvre des politiques publiques, là pour le coup un vrai sujet. Le troisième constat peut-être aussi, c'est qu'on a une approche et des compétences segmentées sur les champs au sens très large du terme, de l'emploi, de l'insertion et de la formation. On a à la fois les acteurs du service public de l'emploi, et Pôle emploi est le premier acteur du retour à l'emploi, c'est sa mission première. On a les missions locales pour les jeunes, Cap Emploi pour le handicap, la région pour la formation, le département au titre de l'insertion, les métropoles qui portent un certain nombre de sujets comme les plans locaux, les plans locaux pour l'insertion, et au travers de la politique de la ville agissent aussi sur les questions d'emploi. Tous les opérateurs institutionnels ou associatifs qui gravitent dans la mise en œuvre de ces dispositifs. Et puis aussi, j'ajouterais la conjugaison de ce qui est de l'ordre du droit commun, des politiques de droit commun, et puis la conjugaison d'appels à manifestation d'intérêt ou d'appels à projets qui tombent comme ça et qui viennent aussi perturber ces équilibres. Et puis enfin, le quatrième point, et je m'en arrêterai là peut-être à ce stade, c'est la question des inégalités territoriales qui ont été évoquées. Il y a l'enjeu des métropolisations, mais on n'a pas les mêmes services, les mêmes possibilités d'accompagnement, les mêmes ressources quand on est au cœur de la métropole que quand on est à Richelieu, si je prends l'exemple de l'Indre-et-Loire, où on n'a pas les mêmes possibilités en termes de mobilité, on n'a pas les mêmes possibilités en termes d'accès à la formation, etc. etc. Et puis, si on prend ne serait-ce que l'exemple des quartiers politiques de la ville, eh bien, le nombre d'allocataires, de demandeurs d'emploi allocataires du RSA, il est 2 fois supérieur par rapport à la population générale. Donc on a aussi, pour rejoindre cette préoccupation à la fois du territoire et de la question de l'emploi et du travail, un sujet aussi sur ces questions de territoire que Jean-Patrick a aussi largement évoqué. Donc tout ça, ça nous amène aussi à une forme d'illisibilité à la fois pour le public d'abord, évidemment, et puis aussi pour les acteurs, donc avec un enjeu d'efficience et peut-être aussi de mode d'intervention à revisiter. Alors, l'une des actions fondamentales d'un conseil départemental, c'est d'être un guichet pour les activités sociales. Et l'une des dépenses les plus importantes, c'est le RSA. Juste d'un point de vue historique, vous l'avez un petit peu rappelé, mais au début des années 2000, le RSA était compensé normalement totalement par l'État. Aujourd'hui, je crois qu'on doit être à peu près à 50%. Oui. Ce qui veut donc dire que le reste du financement doit être pris sur le budget général du conseil départemental qui doit lui-même, de toute façon, assumer ces dépenses-là. C'est un sujet plus large et les élus l'évoqueraient mieux que moi, mais effectivement, ça croise une double logique. D'abord, c'était la logique du transfert et qui était plutôt pertinente de dire, au titre de la décentralisation, on confie la totalité. Dans le cadre du RMI et du revenu de minimum d'insertion qui a précédé le revenu de solidarité active, l'État versait l'allocation et le département était en charge des politiques d'insertion. Il y a une loi de 2004 qui a confié la totalité du dispositif avant le RSA au département en disant vous prenez la totalité et d'un point de vue constitutionnel, quand on transfère une compétence, on transfère à la fois en contrepartie de la dépense les ressources correspondantes. Et les ressources ont été fixées à l'étiage de 2004 et n'ont pas été revues. Et entre-temps, je vous ai évoqué, ne serait-ce que depuis 2009, même s'il y a eu une relative stabilisation entre le RMI et le RSA sur les années 2004,
2009. Ensuite, on a vu exploser cette situation et pour le coup, ça n'était pas compensé. Effectivement, on est plutôt aux alentours de 45% non compensés sur une somme de 90 millions d'euros. Voilà, on est à peu près à 40 millions d'euros pour le département d'Indre-et-Loire non compensés. Et donc, dans des contraintes aussi d'interrogation aussi sur la capacité et l'autonomie financière des collectivités territoriales. Donc c'est aussi pour ça que les élus départementaux revendiquaient que le revenu de solidarité active soit repris ou en tout cas mieux compensé par l'État. Et encore une fois, ça interrogeait très clairement la soutenabilité du dispositif, exempt de la Seine-Saint-Denis. Le département du Nord, c'est 110 000 allocataires du RSA. Donc on est sur des montants extrêmement importants. Et quand on rajoute à ça les ressources fiscales, ou qu'on met en parallèle les ressources fiscales d'un département comme celui de la Seine-Saint-Denis, évidemment, c'est une vraie préoccupation. Alors vous êtes directeur de l'insertion et aussi de l'habitat et du logement. Alors comment, en fait, il y a une logique de cumuler ces trois activités et quelle est la logique qui est derrière? Est-ce que le département a des plans de rénovation de l'habitat et un acteur qui accompagne les strates territoriales qui sont les communes ou interco? Alors, on sera un peu plus modeste sur cette ambition d'aménagement du territoire. Il y a une part effectivement qui est liée au fait qu'on a de l'État la délégation de la gestion des aides à la pierre, c'est-à-dire qu'on va attribuer les agréments au titre de la création de logements sociaux notamment, et puis on a la délégation aussi de toutes les aides liées à l'amélioration de l'habitat. Mais ceci dit, pour faire le lien avec mon propos sur l'insertion, notre préoccupation, elle est plutôt dans la question de l'accès au maintien au logement. On est véritablement, je pourrais développer notamment un dispositif plutôt innovant, une expérimentation qu'on est en train de porter à destination des jeunes. Mais en gros, on ne peut pas penser, c'était évoqué tout à l'heure, on ne peut pas penser une insertion professionnelle ou sociale si on n'a pas de toit sur la tête et si on n'est pas durablement inscrit dans la possibilité d'avoir un logement. Donc on fait le lien avec ces problématiques et encore une fois, les publics durablement éloignés de l'emploi, quand on doit retravailler sur la perspective d'un accès à l'emploi, il faut prendre en compte, c'est un accompagnement à 360 degrés, c'est-à-dire que c'est à la fois, il faut vérifier si les questions de logement sont effectivement réglées, il y a des questions aussi de coût de la reprise d'activité, et puis il y a aussi les questions de qualification, il y a les efforts de remobilisation, il y a souvent des questions de santé. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là qui font traiter de manière parallèle pour permettre à des personnes de pouvoir effectivement retourner à l'emploi, indépendamment des questions de formation et d'accueil dans l'entreprise telles qu'elles étaient évoquées. Merci. Alors, Monsieur Brahimi, vous êtes né à Roubaix, vous avez en diplôme un bac informatique qui n'existe maintenant plus. Vous avez travaillé pendant 7 ans comme programmeur dans un groupe textile et vous avez décidé de démarrer votre propre entreprise que vous avez appelée la CIM, le Conseil et Informatique de la Métropole, qui était la métropole de Lille. Vous avez développé cette entreprise qui est devenue la 3e société intervenante sur le marché de l'assurance de personnes, mutuelle, institution de prévoyance, assureur, courtier, et avec 5 millions de personnes gérées dans les bases de données. 20 ans après la création de l'entreprise. Vous l'avez cédé en 2010 avec les 75 salariés qui ont constitué le groupe. Et vous dites dans la petite fiche que vous m'avez préparée qu'il y avait 20 nationalités qui étaient présentes à l'intérieur de votre entreprise. Vous avez donc la société existe toujours, elle se développe et en 2010, vous avez décidé de créer Réconciliation Urbaine, dont vous allez nous parler dans un instant, avec l'objectif d'aider des jeunes diplômés à créer leur propre société et de les accompagner dans leur développement tout en mutualisant les services administratifs, financiers et commerciaux. En gros, faire en sorte qu'ils aient une solution de service support pour qu'ils puissent se focaliser sur la création de valeur de leur projet. Alors, parlez-nous de réconciliation urbaine et aussi d'une start-up que vous avez mis en place qui s'appelle Neolink, qui a pour objectif de faire en sorte que les personnes qui sont en grande difficulté de recherche d'emploi, et notamment qui sont bénéficiaires du RSA, puissent
avoir un lien, une information, être connecté finalement avec l'offre d'emploi locale qui se trouve dans leur territoire. Et donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi d'être présent dans cette conférence. Alors oui, donc réconciliation urbaine, mais en fait le nom de l'entreprise donne un petit peu l'objectif de l'entreprise. Donc c'était donc de pouvoir réconcilier les zones sensibles avec les zones, et j'aime pas trop l'expression, les zones insensibles. Donc bref, effectivement Neolink a été créé en 2012 dans la ZUP de Blois. Donc j'ai voulu changer un peu les codes de création d'entreprise et d'embauche. Donc j'ai reçu en fait toutes les personnes qui ont eu la gentillesse en 2012 de m'envoyer leur CV. Et j'ai donc constitué une équipe au démarrage de cette entreprise de 8 personnes, dont 4 allocataires, dont 4 bénéficiaires du RSA. C'était le hasard, hein, ça n'était pas du tout l'objectif à cette époque. Donc on a mis 2 ans, 3 ans pratiquement pour développer un outil qui ressemble un peu à un Facebook, hein, c'est un réseau social, donc c'est une plateforme de mise en relation, mais uniquement basée sur des valeurs sociétales et notamment d'entraide. Donc 2 premiers clients, la plus grosse mutuelle de la fonction publique, à savoir la MGEN, et ensuite la plus grosse mutuelle interpro, à savoir Harmonie, que vous connaissez peut-être en tout cas. Voilà. Alors, l'entraide sur MGEN et l'aide aux aidants. Donc là aussi, c'est une plateforme à forte valeur sociétale. Les aidants étant les personnes qui, effectivement, accompagnent soit un conjoint, soit un parent en situation de handicap ou en tout cas ayant, par exemple, Alzheimer. Donc c'était leur trouver des moments de répit, en tout cas. Et donc l'entraide, elle était basée sur leur permettre d'aller au restaurant ou au cinéma et d'être remplacés pendant quelques temps par une autre personne. Bref, on a... et donc Neolink, et donc NeoJob, et je vais plutôt parler de cela, est né dans un bureau, le bureau d'un directeur de mission locale de Blois, Thomas Prigent. Toi, tu étais donc d'ailleurs président de toutes les missions locales de France en son temps. Et donc, on accompagnait des jeunes qui n'avaient pas de réseau, enfin bref, en grosse difficulté pour trouver des stages ou des emplois. Et on a trouvé on va dire, un trou dans la raquette. Le trou dans la raquette, c'était l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Bénéficiaires du RSA, comme ça a été indiqué, ils sortent un petit peu du périmètre de Pôle emploi. Ils passent à la charge du département, et comme cela a été dit, c'est le premier poste de charge d'un département, parce que le coût a augmenté tout au long de ces années. Donc, Thomas m'a aidé à rencontrer Pôle emploi, région et nationale. J'ai pu obtenir des clés d'entrée dans leur base de données sur les référentiels des 13 000 métiers qui existent, en tout cas chez nous, avec pour chacun des métiers ce qu'on appelle les compétences métiers et les compétences comportementales. Donc qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétences pour pouvoir exercer les métiers? Ça m'a permis de construire donc cette plateforme NeoJob, et le hasard fait que et le 41 et le 37 ont décidé de financer une partie du développement. Alors, je vais revenir sur un point important parce que c'est le rapport des entreprises privées avec les territoires. En fait, quand j'ai démarré l'entreprise, j'ai mis un certain nombre d'euros importants au départ, mais en fait insuffisant pour tenir 2 ans et demi à financer des salaires sans aucune recette, puisqu'on était dans une phase de développement. Et là, j'ai bénéficié réellement d'une aide importante, à savoir l'aide de la région. Donc, il y a ce qu'on appelle des appels à projets innovants, et on a réussi à capter quand même plusieurs centaines de KE de fonds FEDER, donc de fonds européens attribués par la région. Et en fait, je ne serais sans doute pas ici aujourd'hui à vous expliquer ma petite histoire si on n'avait pas bénéficié aussi de tout un mécanisme d'aide qui existe au niveau territorial. Ça, c'est donc un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, avec le 41 et le 37, ils ont financé la partie spécifique du retour à l'emploi. Vous avez compris, c'est une plateforme d'aide aux aidants, en tout cas d'entraide. Donc ça veut dire que d'un côté, il y a quelqu'un qui a besoin d'une aide et quelqu'un qui va offrir du temps pour répondre à cette aide. En fait, l'emploi, c'est un peu la même chose. Le recruteur a besoin de trouver des gens qui vont apporter du temps, donc du travail, et la personne, le candidat,
au travail a besoin effectivement de trouver un recruteur. Donc on n'était pas très loin et donc on a fait des adaptations. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le 41 et le 37, on s'est aperçu d'une chose, c'est que les départements, le rapport qu'ils ont au retour à l'emploi est assez différent et donc le traitement des bénéficiaires du RSA est complètement différent. Donc, il n'y a pas de pensée unique sur le retour à l'emploi. Il nous a fallu donc construire une plateforme la plus souple possible pour nous adapter aux différentes particularités. On a évoqué tout à l'heure effectivement un certain nombre de chiffres. Alors moi, je vais vous en donner quelques-uns. En février 2021, il y a quand même 2 millions de foyers RSA, donc d'allocataires RSA. Et comme l'a dit tout à l'heure Martial, l'allocation RSA dépend du foyer. Donc, dans un foyer, il peut y avoir un bénéficiaire du RSA, il peut y en avoir deux. Le montant de l'allocation mensuelle varie entre 565 € jusqu'à 1 413 € selon la composition familiale. Donc, ça explique aussi que le coût est extrêmement important. On va dire, en moyenne, on est à entre 7 000 et 16 000 € par an. Et en fait, la moyenne par bénéficiaire du RSA, c'est 7 500 € environ. Donc maintenant, je vais peut-être évoquer d'autres points. C'est que quand on parle de pensée unique, il n'y a pas de pensée unique. On parle du Nord, par exemple. Le Nord, c'est 1 milliard de dépenses RSA par an. Donc ça veut dire à peu près 3 millions par jour pour payer les allocations du RSA. Quand on a mis en place la plateforme dans le Nord, ils ont eu une méthode qui était donc de prendre en charge uniquement les nouveaux bénéficiaires du RSA entrants pour les prendre en charge très vite, tout de suite, et leur proposer du coaching avec des rencontres hebdomadaires, avec des to-do list, avec des choses à faire, simplement peut-être valider la carte de sécurité sociale, faire un CV, etc., pour éviter qu'ils ne prennent de mauvaises habitudes à rester chez eux trop longtemps. Là, c'était un peu la pensée du Nord. Dans les Hauts-de-Seine, par exemple, c'était complètement l'inverse. Ils se sont surtout intéressés, en fait, aux personnes qui étaient extrêmement éloignées de l'emploi, qui étaient donc au RSA depuis longtemps, et ils avaient mis des process d'accompagnement, de remise en forme morale, donc pour leur redonner confiance, des entraînements à pouvoir subir des recrutements, etc. Et là aussi, c'est des opérations qui ont bien fonctionné. Je reviens maintenant au 41 et au 37. Donc, on a travaillé à marche forcée toutes les semaines avec les différents services des conseils départementaux, où on avait vraiment... C'est un projet transverse, en fait. Il a fallu impliquer tout le monde, aussi bien la finance, c'est important, mais aussi ceux qui sont près du terrain, quelque part, donc à savoir les référents de parcours qui accompagnent les allocataires du RSA. Et c'est là où, par rapport à une plateforme de retour à l'emploi, où on a d'un côté les recruteurs et d'un autre côté les chômeurs, enfin en tout cas ceux qui recherchent un emploi, on a rajouté une dimension supplémentaire qui était donc les référents de parcours qui accompagnent en fait les bénéficiaires du RSA. Et donc, c'était hyper important de fonctionner comme ça. Maintenant, le constat que nous avons fait grâce à toutes ces rencontres dans ces départements, c'est qu'il y a plusieurs freins de retour à l'emploi qui ont été constatés. D'abord, le problème de mobilité. Donc, on s'est dit, puisqu'il y a un problème de mobilité, on va faire en sorte qu'à partir de l'endroit où habite le bénéficiaire du RSA, on va lui poser 2 questions. Quel est le temps que tu acceptes de mettre pour aller travailler ? 20 minutes, une demi-heure, 3 quarts d'heure, c'est lui qui le décide. Ensuite, quel est ton moyen de locomotion ? Mobilette, auto, voilà. Donc, en fonction de ces 2 paramètres, on a dessiné, alors c'est un petit terme technique, un isochrone, donc on a calculé tous les itinéraires, s'il est piéton à pied, s'il est en mobilette, et on a dessiné, donc, on va dire, un périmètre qui n'est pas un cercle, qui est un isochrone, donc qui est basé sur, l'ensemble des itinéraires à partir de chez lui. Voilà, donc imaginons 30 minutes en mobilette, donc on décide. Et on affiche toutes les offres d'emploi qui ont été référencées. Et là, il s'aperçoit que pas loin de chez lui, il y a quand même des possibilités d'offres d'emploi. Donc c'est intéressant. Donc on l'incite après à remplir son CV, à remplir un petit peu toutes les données qui le caractérisent, son cursus, son parcours professionnel et aussi scolaire, on va dire. Et après, donc, il y a ce qu'on appelle un scoring. Donc c'est le big data,
alors moi j'appelle ça du Big Mama parce que c'est plutôt bienveillant en termes d'analyse des paramètres, mais on a essayé de mettre en place une corrélation entre les capacités de l'individu, du bénéficiaire RSA, par rapport aux attendus du recruteur sur les compétences métiers et les compétences comportementales. Et je dirais que maintenant, on fait même d'ailleurs plus attention aux compétences comportementales, qui sont par exemple de réussir à arriver à l'heure, d'accepter de travailler en groupe, d'accepter qu'un chef ne soit pas, donne quelques consignes, etc. Donc maintenant, le recrutement se fait sur ce type de choses. Alors je vais très vite vous indiquer, mon successeur Guy Bonnet n'est pas là, mais en tout cas m'a transmis les chiffres. Il y a eu entre 45 000 et 50 000 retours à l'emploi sur 35 départements, puisqu'il y a eu une montée en flèche de l'implantation de cette plateforme dans les départements. Pourquoi? Parce que le retour financier, le retour sur investissement était extrêmement rapide. Donc entre 45 000 et 50 000 retours à l'emploi de plus de 6 mois. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'un coût était aux alentours des 7 500 € par bénéficiaire. Donc ça a généré dans les territoires une économie de 200 millions. 200 millions, donc c'est-à-dire 200 millions qui nous touchent nous tous. Parce que quelque part, le RSA est payé par le département, mais quand même avec nos impôts. Donc ça fait du bien aux finances des départements, ça fait du bien à nos impôts, on évite de les augmenter pour payer le RSA, et en même temps ça permet à un certain nombre de bénéficiaires du RSA de retour à un emploi, mais en même temps une dignité quelque part, et donc de devenir à leur tour consommateurs. Non seulement ça permet tout ça, mais ça permet aussi aux personnes qui sont en situation d'emploi de cotiser, et donc de participer au financement de la société. Et alors aujourd'hui, vous avez déployé cette solution dans une trentaine de départements. 35. Ça veut donc dire que c'est une solution qui prend de l'ampleur. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez adapté cette solution suivant les territoires? Oui. Encore une fois, on a fait de très belles rencontres dans les territoires parce que le sujet de l'insertion est différent selon les territoires. Bon, j'ai parlé de l'expérience du Nord qui prend plutôt en charge les entrants et des Hauts-de-Seine plutôt les anciens, enfin les bénéficiaires les plus anciens, oui, dans le processus. On a par exemple un autre département, le 28, qui fait partie de la région, très novateur. En fait, ils ont constaté d'autres freins de retour à l'emploi, comme le problème de garde d'enfants. On parlait aussi de mobilité. Donc, on a inclus dans notre plateforme des nouvelles fonctions. C'est-à-dire qu'entre là où habite le bénéficiaire et l'emploi qui lui est donc proposé, on calcule son itinéraire, on fait ce qu'on appelle, on grossit le trait de l'itinéraire de 500 mètres au sud, on va dire, de la trajectoire, de l'itinéraire, et 500 mètres au nord, et on affiche toutes les solutions de garde d'enfants, que sont des crèches, par exemple, etc. Ce qui fait que sur sa route, on lui propose de pouvoir avoir des solutions pour déposer son enfant, et donc de pouvoir éviter de refuser un emploi, parce qu'on lui propose justement des solutions qui lèvent des freins de retour à l'emploi. Alors, les personnes qui ont généralement fait des études longues sont en faible situation de recherche d'emploi, quand on prend des statistiques globales, et les personnes qui sont en chômage longue durée, au contraire, ont habituellement une faible formation. Est-ce que l'usage d'un outil numérique ne peut pas être en fait un frein pour ces personnes qui peuvent avoir, pour certaines d'entre elles, une fracture numérique, c'est-à-dire ne pas avoir l'utilité, ne pas avoir la capacité, l'habitude de pouvoir utiliser de tels outils? Ça, c'est un vrai problème, effectivement. En fait, sur 100% des bénéficiaires RSA, alors ce sont des statistiques que l'on m'a données, 40% sont autonomes sur le plan numérique, 20% ont besoin d'un accompagnement, et les départements mettent en place justement cet accompagnement pour s'inscrire dans la plateforme, pour enrichir leur CV, etc. Et on va dire que 40% sont malheureusement tellement éloignés de l'emploi, je vais être un petit peu dur, qu'il est préférable qu'ils ne s'inscrivent pas dans la plateforme parce qu'ils auraient tendance à polluer
que l'on a appelé tout à l'heure le matching, à mettre en relation des recruteurs avec des personnes qui ne sont plus capables, en fait, d'occuper un poste. Alors, ça n'engage que moi, hein, c'est pas très sympathique ce que je dis, mais je vais quand même vous parler de l'expérience du 41. On a inclus dans le 41 et dans les autres départements les agences d'intérim. Les agences d'intérim déposent à peu près 30 ou 40% des offres d'emploi qui existent dans les plateformes départementales. Et en fait, pour eux, c'est très intéressant parce qu'ils ont du sourcing supplémentaire. 95% des allocataires RSA qui se sont inscrits dans les plateformes ne sont pas connus des agences d'intérim, à peu près à hauteur de 95%. Et là, le premier retour à l'emploi de Job 41, en fait, c'était Manpower qui a répondu à Delphi, une offre d'emploi, et qui a donc proposé à Delphi des bénéficiaires du RSA, mais aussi des demandeurs d'emploi, sans préciser qu'ils étaient allocataires du RSA. Et en fait, il y a eu des tests, notamment de dextérité, et la personne qui a été recrutée était un bénéficiaire du RSA depuis au moins une dizaine d'années, mais avec une dextérité forte, mais il n'avait plus confiance en fait. Et cette personne est maintenant en CDI. Donc le numérique, effectivement, il y a des fois une complexité pour s'inscrire, mais il y a quand même un accompagnement des territoires pour les aider à s'inscrire. Mais il y a aussi ce que nous avons, nous, développé, c'est que cette plateforme, elle va rechercher des informations sur des sites exogènes. C'est-à-dire qu'on est connecté à la CAF, on est connecté à Pôle emploi, on est connecté à Pôle emploi, on est connecté à l'INSEE, et on capte automatiquement, par exemple, tous les nouveaux allocataires du RSA. Donc on les met à jour en fait dans notre base de données sans qu'il y ait le moindre effort humain. C'est l'avantage aussi du numérique, et donc c'est aussi la force de notre solution. Donc il y a des tas de données que nous avons récupérées qui font que quand un allocataire du RSA s'inscrit, il y a déjà des informations qui sont connues, qu'on a récupérées sur un certain nombre de plateformes, qui facilitent en fait son inscription et le fait de pouvoir remplir par exemple son CV. Alors Monsieur Huard, il me semble que pour avoir réussi à obtenir le déploiement de la fibre localement, vous avez mis dans votre projet des clauses d'insertion. Comment ça se concrétise et quel est le bilan que vous pouvez faire aujourd'hui de ces clauses ? C'est ce que j'évoquais très très rapidement en fin de mon intervention. Effectivement, c'était un critère en fait de sélection pour la concession de 25 ans. Mais en fait, il s'est avéré que c'est encore un outil exceptionnel qui correspond à un besoin vraiment très très important, puisque, comme je le disais, nous, on manque de main-d'œuvre qualifiée. Alors, de quoi parle-t-on ? On parle de gens qui dessinent des réseaux, on parle de gens qui soudent de la fibre, parce que développer de la fibre, vous imaginez que la fibre, c'est pas un seul brin de fibre, c'est plein de petits brins qu'on soude, et puis il y a quelquefois des problématiques de pelleteuses qui font des trous, dans les rues, qui cassent la fibre, donc il faut venir la réparer, etc. Donc la soudure est quelque chose de très très important. Et alors, moi, j'en ai fait un petit peu quand j'étais stagiaire, il y a quelques années maintenant, une différence entre une bonne soudure et une mauvaise soudure de fibre. C'est le jour et la nuit en termes de performance en fait des réseaux. Voilà, d'une part, on tire la fibre aussi, hein, puisque la fibre, ce sont comme en fait des fils électriques qu'on vient mettre en fait dans des fourreaux et qu'il faut faire passer partout, soit sur les poteaux de EDF, Enedis, soit directement dans les fourreaux à l'intérieur des rues. Et donc, nous, on forme en fait un certain nombre de gens qui ont souvent des difficultés donc dans la vie, hein, comme ça a été dit, et qui retrouvent au travers de cette formation une utilité sociale. Hein, j'entendais monsieur en parler. Une des difficultés, souvent, c'est de faire en sorte que les gens arrivent à l'heure le matin, retrouvent une sorte de rythme de vie et quelque part un plaisir à travailler de cette façon-là.
Donc, on en a fait alors, au travers de, ici, sur la région, au travers de plateaux mobiles. On a des plateaux mobiles donc, qui se déplacent sur les 2 départements. On a des solutions qui sont un petit peu différentes, par exemple, parce qu'on est présent également dans 2 départements franciliens où là on a des centres de formation qui sont des centres, qui sont des centres fixes. Mais on travaille de cette façon-là. Et les chiffres, je les ai donnés très très rapidement, mais je vais les redire. Mais depuis le début, sur l'ensemble de nos 5 départements, nos 4 territoires, c'est 510 personnes qui ont bénéficié de formations certifiantes. Hein. Et en Val-de-Loire, donc Indre-et-Loire, Loire-et-Cher, là où ici, c'est 136. Donc c'est vraiment significatif. Les 492 personnes qui ont pu bénéficier d'un parcours d'insertion sur nos 5 départements, et sur les 2 départements donc, du Val-de-Loire, c'est 134. On est également présent en Anjou et les chiffres sont tout à fait similaires donc, en Anjou. Donc c'est assez massif, et les personnes qui suivent en fait cette formation ou suivent ce parcours d'insertion trouvent un travail, soit chez nous directement, soit chez les sous-traitants avec lesquels nous travaillons donc, dans notre écosystème. Et pas que pour nous d'ailleurs, hein, ils travaillent pour l'ensemble des autres acteurs. Donc c'est une formule qui était à l'origine peut-être une sorte de critère de sélection dans une concession, mais qui s'avère en fait être très utile pour tout le monde, qui marche très très bien. Et au dire en fait de ceux qui en font, qui font l'objet en fait des formations et des programmes d'insertion, c'est le jour et la nuit. Ils retrouvent de la dignité, ils retrouvent de l'utilité sociale, un sens à leur vie, etc., au-delà des conditions, bien entendu, économiques et financières.